Bonjour à tous et à toutes, on continue cette session ASCO virtuelle. Donc, que s'est-il passé en 2020? Vous avez vu que tous les membres du comité de pilotage du GTUG ont décrypté et analysé les nouvelles présentées à l'ASCO. Et pour ma part, je me suis focalisé sur le cancer de la prostate et plus précisément sur l'imagerie métabolique, puisque cette année, il y a pas mal de données sur l'imagerie métabolique. Il y a l'étude Pro-PSMA qui vient d'être publiée et qui montre l'intérêt du PET-PSMA par rapport au bilan classique dans le bilan d'extension des cancers de la prostate à haut risque. Et cette année, à l'ASCO, plusieurs communications intéressantes, plusieurs séries. D'abord, d'un point de vue diagnostique, l'intérêt du PET-PSMA dans le cadre du bilan d'extension des cancers de la prostate à haut risque avec la mesure de l'extension ganglionnaire, on va y revenir. Le deuxième abstract qui marque l'intérêt du PSMA dans le cadre de la récidive biologique, ça c'est une indication qui est plus classique actuellement. Et enfin, l'étape d'après, qui est le theranostic, c'est-à-dire l'utilisation du PSMA avec le lutécium afin d'avoir une action thérapeutique. Donc si on veut revenir sur cette actualité, le premier poster, c'est l'étude qui a été présentée par Hope, qui est une étude multicentrique de phase 3, qui évaluait l'intérêt du PSMA marqué au gallium dans la détection des métastases ganglionnaires pelviennes avant prostatectomie totale. Et donc cette étude s'est intéressée à 277 patients qui avaient un cancer de prostate qui était localisé à risque intermédiaire ou à haut risque. Et donc le but de cette étude était de déterminer la précision du PSMA au gallium dans la détection des métastases ganglionnaires pelviennes avant la prostatectomie, et ça comparé aux données histologiques du curage voilà, dans cette cohorte de patients pour lequel le curage est indiqué. Sur cette population de 277 patients, eh bien, on avait 27% de curage positif, c'est-à-dire que 75% avaient un curage qui était positif à l'histologie. Chez ces 75 patients, on avait 30 patients qui avaient un diagnostic positif au PSMA. Il y avait 45 patients qui étaient négatifs au PSMA. Et par contre, quand on regardait les patients qui étaient positifs au PSMA, il y avait 10 patients qui avaient des ganglions qui étaient négatifs au curage. Et au total, cette étude, qui est une étude intéressante dans la mesure où il y a une vraie corrélation entre l'imagerie PSMA et l'histologie, montre une sensibilité de la technique de 40% et une spécificité de 95%. Donc c'est quelque chose qui est intéressant à suivre, avec une sensibilité qui augmente bien évidemment avec la gravité de la maladie, avec l'augmentation des taux de PSA et la taille des ganglions. Et sans surprise, les patients qui avaient présenté une atteinte ganglionnaire dans cette population, eh bien 87% des patients ont présenté une récidive biologique après la prostatectomie. Et ça, c'est des données qui sont plus classiques et qui sont liées à la gravité de la maladie. Donc voilà pour cette première étude avec le PSMA qui est intéressante pour nous les urologues, et même je dirais pour les radiothérapeutes avant le bilan, avant le traitement local dans le cadre d'un bilan qui soit assez exhaustif et pertinent. Le deuxième point que je voulais rapporter, c'est les résultats de l'étude Condor. Donc ça, c'est une étude qui s'est intéressée à l'intérêt du PET-PSMA chez les patients qui étaient en rechute biologique après prostatectomie ou après radiothérapie ou après cryothérapie, avec des récidives biologiques qui sont définis par des taux qui sont connus, supérieurs à 0,2 pour la chirurgie ou supérieurs à 2, nadir plus 2 pour la radiothérapie. Et cette étude a été donc réalisée sur un nombre de patients important, avec plusieurs relecteurs qui ont permis d'avoir une idée de la pertinence de l'analyse. Donc les patients qui étaient inclus, c'était les patients qui étaient en récidive locale après traitement local, et puis les patients qui étaient exclus de cette étude, c'était les patients qui avaient été traités par hormonothérapie ou qui avaient eu un traitement systémique avant
l'inclusion à cette étude. Voilà. Et au final, on a 208 patients qui ont été inclus dans cette étude et des lésions hyperfixiantes qui ont été identifiées chez 69 de ces patients. 69%, il y avait 142 patients sur 208 qui ont été identifiés. Et alors ce qui est intéressant de regarder, c'est ce qui s'est passé après. Et on voit que chez ces patients, il y en a 131, donc 64%, qui ont eu un changement de prise en charge après le résultat et qui était attribuable à la découverte de foyers positifs avec le PET-PSMA ou à des résultats négatifs. Et c'est des changements qui allaient dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire qu'on a 58 patients qui ont eu un traitement de rattrapage local qui a été converti en traitement systémique compte tenu des données du PET-PSMA. On a 49 patients qui étaient en observation avant initiation de traitement. Il y a 43 patients qui ont eu un traitement systémique, donc non curatif, et qui ont été convertis en traitement local de rattrapage, etc. Donc ces données, elles sont intéressantes puisqu'elles débouchent sur des modifications des pratiques. Et Condor, c'est la deuxième étude randomisée prospective qui évalue le PET au PSMA dans le cadre de la récidive biologique des cancers de la prostate et qui est capable de détecter une maladie occulte et qui peut amener à modifier radicalement les traitements puisque on essaye actuellement des thérapies ciblées sur des zones qui sont des traitements locaux de rattrapage chez des patients qui sont candidats lorsqu'il y a une cible. Et inversement, on peut penser que le traitement systémique est plus pertinent chez des patients qui ont une diffusion métastatique qui était non connue avec le bilan d'imagerie traditionnel et pour lequel on aurait envisagé éventuellement une radiothérapie. Donc on voit que ça impacte les pratiques et on aimerait bien avoir le PET-PSMA un peu comme nos voisins européens puisqu'on est à la traîne par rapport à nos collègues belges ou allemands qui, je dirais, au quotidien utilisent le PET-PSMA alors que chez nous ça reste quelque chose qui est compliqué. On a l'utilisation du PSMA chez des patients dans le cadre de la récidive biologique pour l'instant, et puis chez des patients qui ont eu au préalable un PET à la colline négatif. Donc vivement l'utilisation et la généralisation du PSMA. Pour ça, il y a des nouveaux traceurs qui ne seront pas marqués au gallium, qui faciliteront probablement l'arrivée et la diffusion de cette technique. Enfin, pour ce qui concerne le PSMA, la dernière chose ou le dernier abstract que je voulais rapporter cette année après l'ASCO 2020, c'est l'utilisation du lutécium, donc l'utilisation theranostique, l'utilisation thérapeutique de cette imagerie métabolique avec l'utilisation d'un ligand radiopharmaceutique et un émetteur bêta et qui va cibler les tumeurs qui surexpriment le PSMA. Donc pour ce lutécium, on avait des résultats qui étaient encourageants déjà chez des patients qui étaient toujours dans une situation de métastase et de résistance à la castration. Et on a cette année une étude de l'ANZUP, qui est une phase 2 qui a été présentée et qui permettait de randomiser les patients entre un traitement par lutécium versus un traitement par cabazitaxel. Et pour cette étude, qui est une étude australienne avec 11 sites qui ont participé à cette étude, on a eu 200 patients qui ont pu être randomisés entre le lutécium et le cabazitaxel. C'est des patients qui étaient en post-docétaxel, métastatiques, résistants à la castration, avec une progression, un rising PSA avec un PSA supérieur à 20, une fonction rénale qui était normale et un ECOG performance status qui était entre 0 et 2. Donc au final, on a eu 200 patients randomisés et 98 patients qui ont été traités par le lutécium versus 85 patients qui ont été traités par cabazitaxel. Alors le premier critère et le critère principal de cette étude, c'est la réponse biologique, c'est la baisse de 50% du PSA. Et dans cette étude, on a un avantage avec la technique du lutécium, puisqu'on a 2/3 des patients qui ont une diminution de plus de 50% du PSA avec le lutécium versus 37% avec le cabazitaxel. Donc globalement, un rapport 2/3, 1/3 avec le PSMA versus le cabazitaxel. Ça, c'est une différence qui est significative. Alors, c'est intéressant parce que c'est
une première évaluation, mais ça reste de l'évaluation de PSMA. Quand on regarde un des critères secondaires qui est la survie sans progression biologique, on a également un avantage avec le lutécium, avec un hasard ratio qui était à 0,69. On a des profils de toxicité qui sont connus, qui sont les profils de toxicité de la chimiothérapie avec le cabazitaxel, et puis qui sont les profils de toxicité du lutécium, qui sont également connus avec des thrombopénies, donc des effets hématologiques, des acialorrhées, des effets de bouche sèche et de sécheresse oculaire. Ce sont des choses qui sont connues avec le lutécium, donc pas de surprise en tout cas sur le profil de toxicité de ces molécules. Voilà, c'est un essai qui est intéressant parce que finalement c'est un premier essai qui évalue le PSMA avec le lutécium, avec un bras contrôle qui est cette fois-ci un contrôle actif avec des molécules qui sont actives à ce moment-là de la maladie, avec une utilisation du PET scan pour sélectionner les patients et du PET FDG pour avoir une sélection qui soit pertinente des patients. Voilà, pour l'instant, ce sont des pistes. Il faut attendre un suivi à long terme avec des critères plus robustes comme la survie sans progression radiographique, des données de survie globale également, et puis des données de qualité de vie. Voilà. Pour autant, ça reste une nouvelle classe radiopharmaceutique qui présente une activité élevée, une faible toxicité, qui peut représenter une option thérapeutique favorable chez ces patients qui sont multitraités, qui sont après plusieurs lignes de chimiothérapie. En termes de survie globale, il n'y a encore pas de conclusion possible. On est sur un faible effectif, donc des choses à suivre, et notamment avec l'étude Vision, qui est une étude de phase 3 qui est en cours, qui permettra de connaître un peu plus l'effet theranostique et l'effet theranostique du PSMA. Merci à tous. Et puis, vous pouvez vous reporter à ces abstracts qui sont disponibles sur le site de l'ASCO pour plus de détails. Merci de votre attention, à bientôt.